Bonjour à tous, donc nouvel épisode cette fois-ci. Pour ouvrir cet épisode, je vais vous lire un poème de Jean de La Fontaine, Le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure, nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant du nom de Pur, un loup survint à jeun qui cherchait aventure, et que la faim en ce lieu attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage, dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, je sais que de moi tu médis l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né, reprit l'agneau. Je tête encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. J'en ai point, c'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. Voilà, là-dedans, il y a tout dans ce conte, dans ce poème. Il y a le mensonge, la cruauté, l'injustice, les arguments les plus spécieux. Voilà, tout y est. Tout y est pour aborder notre sujet. Donc, le sujet, en l'occurrence, c'est donc un roman de Giuliano d'Ampoli, Le Mage du Kremlin, qui avait été édité donc, il y a assez peu de temps, c'était donc en 2022, aux éditions Gallimard. Enfin, la traduction, parce que c'est écrit en italien, c'est bien ça, je crois. Voilà. Si lui est italien. Ah, vous soit écrit en français directement, c'est possible. Ça m'en a tout l'air. Oui, oui. Voilà. Donc, Le Mage du Kremlin. C'est l'édition poche, folio, en fait. Voilà. Donc, pour illustrer ça, j'ai pris un livre dont le sujet est Vladimir Poutine, puisque le Mage du Kremlin, voilà, c'est essentiellement Poutine qui est évoqué. Donc c'est en quelque sorte un roman historique, parce que ça s'arrête avant l'invasion du 24. C'était hier, le deuxième anniversaire de cette triste guerre. Donc ça s'arrête il y a 2 ans, le roman. Donc on peut considérer que c'est un roman historique. Donc à faible portée, mais c'est quand même de l'histoire. C'est l'histoire en marche. Donc là, on a affaire à un livre d'histoire qui est écrit par Galia Ackerman et Stéphane Courtois, qui ont écrit de nombreux livres sur l'univers stalinien et russe. Voilà, donc ça a été publié aux éditions Perrin, et ouais, c'est Perrin, voilà, et ensuite repris en temps de plus en édition poche. Voilà, le voici. Donc je vais vous lire, donc j'ai choisi des passages pour le premier épisode, donc je vais vous lire d'abord la jaquette. Donc le 24 février 2022, voilà, en lançant son armée contre l'Ukraine, Vladimir Poutine a pris une décision qui bouleverse l'équilibre politique et économique européen et mondial, et qui aura de tragiques répercussions sur la société russe et sur l'image du pays. Cette guerre provoque de terribles drames humains et matériel, et pose une question cruciale. Qui est Vladimir Poutine, cet homme qui ne rêve que du retour aux frontières de l'Empire tsariste et du rétablissement d'un régime utilisant des méthodes totalitaires, du KGB? Comment a été formé cet Homo soviéticus né à Leningrad en 1952 dans un milieu très modeste, et comment a-t-il réussi à se hisser au sommet du pouvoir dans la Russie post-soviétique? Pour quelle raison a-t-il fait de la conquête de l'Ukraine une obsession personnelle? Autant de questions brûlantes parmi beaucoup d'autres, auxquelles répondent les plus brillants spécialistes français et étrangers réunis par Galia Ackerman et Stéphane Courtois. Galia Ackerman est historienne et journaliste, née à Moscou, spécialiste du monde soviétique et russe, auteur de nombreux ouvrages dont le Régiment immortel, La guerre sacrée de Poutine, premier parallèle 2019. Stéphane Courtois est historien du communisme et maître d'œuvre notamment du best-seller mondial Le Livre noir du communisme chez Robert Laffont en 1997.
Voilà, donc j'ai choisi dans page 8, Armageddon. Je l'ai montré à Armageddon, page 8. La guerre, une erreur stratégique de Poutine. Pendant plusieurs années, et particulièrement depuis l'annexion de la Crimée en 2014, le régime de Poutine a préparé la société russe à l'inévitabilité d'une guerre contre l'Occident. La propagande avançait des raisons diverses. Les révolutions de couleur en Ukraine et en Géorgie assimilées à des coups d'État commandités par les États-Unis, l'élargissement de l'OTAN, la résurgence du nazisme en Europe, la menace des ukro-nazis, le désir de l'Occident de saper les fondements de la civilisation russe, le besoin de protéger les compatriotes du monde russe, à savoir les russophones résidant dans d'autres pays, la nécessité de défendre les richesses naturelles du pays, etc. Face à ces menaces, les ténors de cette propagande comme Vladimir Zhirinovsky, Dmitri Kiselev et tant d'autres affirmaient que des armes nouvelles, les armes de la fin du monde, pouvaient en finir aisément avec les États-Unis, ce qui signerait dans la foulée la fin de l'Union européenne et du monde occidental. Lors du traditionnel défilé du 9 mai, ces armes de l'Armageddon étaient montrées sans que l'on sache s'il s'agissait de modèles d'exposition ou d'armes réelles fabriquées à l'échelle industrielle. Ensuite, page 12, la France dégage. Page 12. Déjà en octobre 2019, le Kremlin a organisé à Sotchi un sommet des pays africains, suivi d'un second sommet en juillet 2023 à Saint-Pétersbourg, alors que la politique de reconquête du continent africain et l'éviction de la présence occidentale française au premier lieu étaient menées depuis des années, en particulier avec les milices Wagner. Téléguidée par l'état-major et les services secrets russes et armée et financée par l'État, celle-ci a été activée dans une dizaine de pays où elle s'est mise en service des régimes dictatoriaux tout en exploitant les matières premières en guise de reconnaissance de la part des potentiaux locaux. Avec son cynisme habituel, et alors qu'il mène une guerre d'expansion et d'assimilation en Ukraine, Poutine s'est présenté aux Africains comme le protecteur des victimes du colonialisme français et a affirmé dans son discours du 30 septembre 2022 que le mouvement anticolonialiste de libération se développait dans le monde et que cette force, opposée aux diktats occidentaux et l'hégémonie unipolaire, définirait la future réalité géopolitique. Ensuite, page 20, responsabilité de la société russe. Page 20. La responsabilité de la société russe. L'une des leçons les plus importantes de la guerre concerne l'état de la société russe. En effet, dans sa quasi-totalité, y compris la majorité des opposants, elle n'est pas prête à assumer la responsabilité morale de cette guerre d'agression contre l'Ukraine. Il est vrai que la décision d'engager le conflit n'incombait qu'à Poutine et son proche entourage. L'armée elle-même n'était pas préparée à une grande guerre de conquête puisque les plans d'attaque étaient tenus secrets. Cependant, ce sont les Russes ordinaires ainsi que les élites qui ont triomphalement élu en 2000 au poste de président l'ex-chef du FSB, un ancien lieutenant-colonel du KGB. Ce sont les mêmes qui ont massivement soutenu la deuxième guerre en Tchétchénie, relancée en 1999 par le même personnage, à l'époque Premier ministre, sur ce modèle bien connu de la guerre coloniale criminelle menée aujourd'hui contre l'Ukraine. Ce sont eux qui ont gobé les explosions d'immeubles, près de 300 morts et 1700 blessés organisés par le FSB en septembre 1999 afin de justifier cette guerre, qui n'ont pas protesté contre la prise de contrôle par le pouvoir des deux grandes chaînes de télé ORT et NTV, qui n'ont pas protesté contre l'arrestation arbitraire et le procès inique de Mikhail Khodorkovsky, signe de mise en garde des grandes fortunes désormais contraintes de servir les projets de Poutine, qui n'ont pas soutenu le premier Maïdan ukrainien en 2004-2005, une protestation populaire contre l'élection frauduleuse de Viktor Yanukovych, le candidat de Poutine, qui ne sont pas sortis dans la rue pour manifester leur indignation contre l'occupation de 20% du territoire géorgien en 2008, qui n'ont pas été nombreux à l'échelle du pays à manifester contre les élections frauduleuses de la Douma en 2011 et contre la réélection en 2012 de Poutine pour un troisième mandat
après un intermède de chaises musicales avec Dmitri Medvedev, qui ont acclamé massivement l'occupation et l'annexion de la Crimée en 2014 et soutenu majoritairement le combat du fanatisme, du, du fantasmatique peuple du Donbass pour son indépendance, entièrement téléguidé par Moscou, qui n'ont pas manifesté en masse après l'assassinat de 2015 sous les murs de Kremlin de Boris Nemtsov, leader de l'opposition et farouche opposant à la guerre contre l'Ukraine, qui en 2018 ont réélu au premier tour et avec une nette majorité Vladimir Vladimirovitch pour son 4e mandat, et qui ont voté en 2020 pour les changements constitutionnels lui permettant de rester au pouvoir jusqu'en 2036, si tel est son bon plaisir. Avec du bourrage d'urne quand même, il faut limiter leurs responsabilités, les pauvres. Alors, ensuite, page 31, réécriture de l'histoire. Page 31. Alors, l'un des premiers sur lequel la fuite en avant est la plus spectaculaire est la réécriture de l'histoire. D'un côté, Vladimir Poutine a donné l'ordre à 2 historiens de rédiger de nouveaux manuels pour les classes de première et terminale remplis de contre-vérités et glorifiant la guerre. Sous la houlette de Vladimir Medinsky, ancien ministre de la Culture et propagandiste acharné de la gloire militaire russe et soviétique, les auteurs se sont pour l'essentiel contentés de recycler le récit du XXe siècle qui avait été établi sous Staline puis Brejnev et colporté jusqu'en France par le Parti communiste français. Les lignes générales en sont bien connues. La Russie, même et surtout sous le Vojde, Staline, a illuminé le monde de sa grandeur et l'a sauvé du danger nazi. Rien bien entendu sur le rôle de l'alliance Hitler-Staline entre 1939 et 1941, presque 2 ans, dans le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Les étrangers, en particulier polonais, baltes ou roumains, ainsi que les occidentaux, ont été responsables de tous les malheurs de la Russie. Enfin, un chapitre entier est consacré à l'opération spéciale justifiée par la lutte permanente de la Russie contre le fascisme. En l'occurrence, les ukro-nazis de Kiev. Les élèves ne sauront même pas que leur pays est engagé dans une grande guerre de longue durée. Il en est de même de l'introduction d'un nouveau cours obligatoire pour tous les étudiants de première année consacrés aux bases de l'État russe, qui n'est qu'un tissu de mensonges impérialistes et messianiques délirants. Et pour faire bonne mesure, la justice russe menace de condamner à plusieurs années de prison Oleg Orlov, prix Nobel de la paix 2022 et cofondateur de l'association Mémorial, qui depuis 35 ans mène une enquête historique sur les crimes du régime soviétique. Enfin, pour enfoncer le clou, le Kremlin a patronné l'installation de dizaines de statues de Staline, et surtout le 11 septembre 2023, il a fait ériger à Moscou une copie de la statue de Félix Dzerzhinsky, le fondateur à la Tchéka, celle qui avait été déboulonnée en 1991. Dans son discours d'inauguration, Sergei Narychkin, le chef de l'espionnage russe, a qualifié d'étalon d'honnêteté et de dévouement et de fidélité au pouvoir, resté jusqu'au bout fidèle à ses idéaux de bonté et de justice, ce fondateur de la Tchéka, ancêtre du KGB, responsable de l'assassinat de centaines de milliers de personnes. Le message du KGBiste Poutine ne peut être plus clair sur la nature du régime qu'il dirige. Voilà, donc page 72, la règle du mensonge. Alors, cette attitude impliqua un recours accéléré à une propagande intense et des mensonges d'État de plus en plus grossiers, rappelant les pires heures soviétiques. Quand Staline, les yeux dans les yeux, soutenait en 1942 au Kremlin devant le général Sikorsky, chef du gouvernement polonais en exil, qu'il ne savait pas où étaient passés 15 000 officiers polonais alors qu'il avait donné l'ordre le 5 mars 1940 de les faire assassiner. Or, dans son discours intitulé « Le cri » et rédigé à l'occasion de son obtention du prix Nobel de littérature en 1970, Alexandre Solzhenitsyn écrivait « N'oublions pas que la violence ne vit pas seule,
qu'elle est incapable de vivre seule. Elle est intimement associée au plus étroit des liens naturels, au mensonge. La violence trouve son seul refuge dans le mensonge, et le mensonge son seul soutien dans la violence. Excusez-moi, j'ai mal à la gorge. Toute personne qui a choisi la violence comme moyen doit inexorablement choisir le mensonge comme règle. Cette réorientation accéléra les tendances nostalgiques et paranoïaques du pouvoir. Poutine déclara en s'adressant à la nation après la tragédie de Beslan: « Nous vivons aujourd'hui après l'effondrement d'un grand État immense, mais malgré toutes les difficultés, nous avons réussi à conserver le noyau de ce géant qu'était l'Union soviétique. Cependant, notre pays a perdu ses défenses autrefois puissantes et ses frontières occidentales et orientales. Nous avons fait preuve de faiblesse, et les faibles se font grosser. Certains veulent nous arracher un morceau juteux, d'autres les aident à le faire car ils considèrent que la Russie est encore une menace, car c'est une des plus grandes puissances nucléaires du monde, une menace qu'il faut écarter. » Un discours qui préfigurait celui tenu en 2022 lors de l'agression contre l'Ukraine. Alors, page 99, Navalny. Afin de verrouiller définitivement son pouvoir, le maître du Kremlin organisa un référendum qui, le 1er juillet 2020, l'autorisa à effectuer 2 nouveaux mandats résidentiels après l'élection prévue de 2024. Il s'assura ainsi la garantie de rester au Kremlin jusqu'en 2036, en somme jusqu'à ses 83 ans. Cette manœuvre provoqua un dernier sursaut de l'opposition menée par Alexei Navalny, lequel depuis 2011-2012, en compagnie de Nemtsov, menait la lutte contre la corruption des clans au pouvoir. Cet avocat, dont le père était originaire d'un village proche de la centrale nucléaire de Tchernobyl, avait qualifié Russie unie de parti de voleurs et d'escrocs lors de la campagne présidentielle de 2012. En septembre 2013, il osa braver le pouvoir en se présentant à l'élection à la mairie de Moscou contre le maire sortant Yuri Lushkov, qui avec son épouse, Elena Baturina, se constitua en 18 ans dans ce poste une fortune inouïe, en particulier dans l'immobilier. Privé d'accès à la télévision, Navalny réussit néanmoins à obtenir un score de 30% au premier tour. Dès lors, il fut harcelé par la justice poutinienne, placé en résidence surveillée, condamné sous des prétextes divers. En février 2015, il fut arrêté pour l'empêcher de participer aux obsèques de Nemtsov et à la manifestation anti-guerre annoncée pour le 1er mars. Nemtsov a été assassiné. Alors, et encore, à de nombreuses reprises entre 2015 et 2020, le 20 août 2020, il tomba gravement malade lors d'un vol intérieur en avion et fut très vite évacué en Allemagne, où les examens approfondis montrèrent qu'il avait été empoisonné au Novichok, un poison neurotoxique déjà utilisé par 2 agents du GRU pour tenter d'assassiner en Grande-Bretagne, le 4 mars 2018, un ex-espion soviétique, Sergei Skripal, et sa fille. À peine convalescent et en dépit des menaces qui pesaient sur lui, Navalny rentra à Moscou le 17 janvier 2021 et fut immédiatement arrêté pour ne pas avoir respecté un contrôle judiciaire alors qu'il était encore dans une clinique allemande. Exceptionnel. Mais 2 jours après, il fit diffuser une vidéo qui rendait compte de la longue enquête qu'il avait menée avec sa fondation anticorruption. Cette vidéo était consacrée à l'immense palais au bord de la mer Noire que Poutine avait fait construire par des oligarques et des sociétés d'État avec des fonds détournés. Une résidence pharaonique, 18 000 m² de bâtiments luxueusement meublés sur un terrain de 7 000 hectares, dont 300 hectares de vignes, avec une installation viticole, 2 héliports, une patinoire souterraine pour jouer au hockey, un étang, une piscine, un casino, un théâtre, une centrale électrique, un port privé et une église. À ce jour, cette vidéo en russe, dont il existe des versions sous-titrées dans différentes langues, a été visionnée près de 130 millions de fois. Le 2 février, Navalny fut condamné à 3 ans de prison pour ne pas avoir respecté son contrôle judiciaire.
Les protestations publiques contre ces décisions de la justice poutinienne furent durement réprimées. Le 22 mars, il fut de nouveau jugé pour escroquerie au sein de sa propre fondation et pour offense au juge. Il fut condamné à 9 ans de colonie en régime sévère. Entre-temps, sa fondation fut démantelée car reconnue extrémiste et son équipe rapprochée dut émigrer. Alors que plusieurs dizaines de dirigeants et collaborateurs de ces structures régionales étaient inculpés. Parallèlement, des centaines d'ONG et de médias furent reconnus extrémistes, indésirables, agents de l'étranger et démantelés. Des centaines de personnes furent également reconnues agents d'étrangers. La liquidation la plus choquante fut celle de Mémorial fin décembre 21, accusé de déformer l'image de l'URSS pour avoir documenté des crimes de Staline. Puis en avril 22, de son centre de défense des droits de l'homme. Cette liquidation de la plus ancienne, la plus célèbre et la plus respectée internationalement parmi toutes les ONG russes ne signifie aucune chose. Poutine a décidé de jouer son va-tout en déclenchant une guerre de reconquête de l'espace post-soviétique et en rompant avec l'Occident. Alors, page 167, les Tchétchènes. 162, les Tchétchènes. Alors Navalny, bon, ça c'est pas écrit dans le livre, hein, parce que c'est écrit après, mais ils l'ont assassiné. Hein. Voilà. Alors les Tchétchènes, avec l'effondrement de l'URSS en décembre 1991, les représentants tchétchènes déclarèrent leur indépendance totale. Même s'ils étaient disposés à discuter avec Moscou de fonctions communes qui ne toucheraient pas au fondement d'indépendance, la monnaie et le système de défense, ils refusèrent de s'aligner sur le Tatarstan et le Bakhtortostan, qui acceptaient, eux, de demeurer au sein de la Fédération de Russie post-soviétique moyennant des garanties d'un minimum de souveraineté. Or, toutes les prérogatives octroyées à ces deux républiques furent ensuite supprimées, au siècle suivant, par Vladimir Poutine. Prévoyant un tel développement, les Tchétchènes avaient vainement mis en garde les Tatars. N'ayant pas obtenu des premiers ce qui les avait obtenus des seconds, les autorités russes passèrent aux pressions militaires. La première tentative de conduire des troupes russes en Tchétchénie en novembre 1991 se termina par un fiasco. Les Tchétchènes, ayant bloqué les avions qui avaient débarqué les forces spéciales près de Grozny et les ayant obligés à repartir après avoir abandonné leurs armes. Moscou chercha ensuite à renverser directement le gouvernement du président tchétchène élu Djokhar Dudayev, suscitant et alimentant une opposition politique et criminelle, un peu à l'image de ce qu'allait promouvoir Vladimir Poutine dans le Donbass ukrainien. Mais très vite, tous ces foyers d'opposition furent vaincus. Ceux de Beslan Gantemirov à Gerki, de Ruslan Labazanov à Orgun et de Ruslan Kazbulatov à Tolstoy-Yurt à l'automne 1994. Il ne restait plus qu'un certain conseil provisoire, cheval de Troie de Moscou, dans le nord de la Tchétchénie, base à partir de laquelle fut lancée une dernière tentative d'intervention indirecte. Le 24 novembre, tout ce qui restait de forces tchétchènes armées et financées par Moscou, lourdement appuyées par des contractuels russes contrôlés par l'ex-KGB, bientôt FSB, pénétrèrent dans Grozny sur des chars. Mais ils furent vaincus en moins de 24 heures, et les prisonniers russes racontèrent devant les caméras comment ils avaient été préparés pour cette mission sur des bases militaires en Russie. Cette défaite éclatante des forces russes, diffusée par des chaînes du monde entier depuis Grozny, fut le prélude de la guerre ouverte de la Russie contre la Tchétchénie. Donc il y aura une deuxième guerre avec Poutine qui fera 300 000 morts en Tchétchénie. Un écrasement, c'est 1 million d'habitants, hein, la Tchétchénie, c'est tout, hein, donc c'est un quasi-génocide, c'est un génocide. Voilà. Ensuite, page 180, la Géorgie. L'agression d'août 2008 fut la première invasion armée opérée par Moscou contre un pays indépendant depuis l'attaque contre l'Afghanistan en 1979.
La défaite des troupes géorgiennes, l'occupation de l'Abkhazie et d'Ossétie du Sud par les Russes furent célébrées par Poutine comme une grande victoire, scellant officiellement le relèvement de ses genoux de la Russie après son humiliante défaite dans la guerre froide. Cette revanche en marche ne pouvait pas s'arrêter là, et les plus clairvoyants prévoyaient déjà que la prochaine victime sur la liste serait l'Ukraine, et que si Poutine n'était pas arrêté dans son élan impérialiste, le conflit pourrait s'étendre plus tard à la Pologne et aux États baltes. La guerre en Géorgie révéla qu'allaient être les principes fondamentaux de la politique poutinienne. D'abord, le recours à la guerre comme moyen ordinaire et efficace pour atteindre aussi bien ses objectifs géopolitiques que la consolidation de son pouvoir à l'intérieur de la Russie. Ensuite, le mépris total du droit international, doublé du révisionnisme virulent, Poutine dessinait à sa guise la carte du monde, reconnaissait certaines entités comme États indépendants, tout en les occupant militairement, l'Abkhazie, l'Ossétie du Sud, les républiques populaires de Donetsk et de Louhansk, ou encore s'emparait et annexait des territoires apparemment appartenant à d'autres États, la Crimée. Aussi, la guerre action matérielle sur le champ de bataille était-elle procédé accompagné, suivi d'une guerre dite hybride, qui se déroule dans le champ informationnel, des informations, création d'une vérité virtuelle alternative, économique, instrumentalisation de l'arme énergétique, organisation de pénuries, par exemple de famines, politique, corruption d'une partie de l'élite politique et manipulation des processus électoraux à l'étranger, et cyberattaques contre les infrastructures vitales des pays cibles. Contrairement à la guerre classique, limitée dans le temps, cette forme hybride de la guerre, aussi appelée guerre politique, se déroule de façon permanente, constituant la caractéristique principale du modus operandi politique de l'État russe. Enfin, le régime promeut un antilibéralisme et un anti-occidentalisme virulent, une idéologie à vocation globale qui se caractérise par un parfait éclectisme, car elle combine les éléments empruntés au conservatisme, au fascisme, mais aussi au communisme et à l'anticolonialisme tiers-mondiste. Ce bric-à-brac idéologique se déploie avec des variantes adaptées à chaque population spécifique et se présente de manière différente sur la scène intérieure russe, dans les pays du Sud et au sein même de l'Occident, où il entre en convergence avec une multitude de partis ou de mouvements dits antisystèmes. Voilà, alors un autre passage, page 218, la grammaire du crime. Ces guerres peuvent difficilement être caractérisées comme des guerres conventionnelles. Mais si elles eurent cette dimension, y compris de guerre de tranchées, ainsi que le rappelle Lou Bruno dans son film Tranchées, portant sur la guerre contre l'Ukraine à partir de 2015, toutes eurent pour élément essentiel la terreur de masse à l'encontre des populations civiles et se sont traduites par des crimes de guerre sur lesquels avaient enquêté notamment Anna Politkovskaya, Natalia Estemirova, etc. Tous assassinés, bien naturellement. Leur caractère systématique et délibéré permet de conclure à l'existence de crimes contre l'humanité perpétués par le régime. Cela fut vrai aussi de la guerre en Géorgie, fût-ce à moindre échelle, comme l'a jugé la Cour européenne des droits de l'homme dans un arrêté du 21 janvier 2021, même si elle ne s'est pas reconnue une juridiction pleine et entière sur toutes les dimensions de cette agression russe d'août 2008. Le caractère systématique de ces crimes fut encore plus marqué en Syrie, où les forces de Poutine ont à elles seules, à côté du régime de Bachar el-Assad et de l'Iran, assassiné plus de civils syriens que Daesh lui-même. Elles ont de manière systématique et délibérée visé les hôpitaux, les centres de soins, les marchés et les écoles, ainsi que les secours, en particulier les casques blancs. En Ukraine, depuis 2014, et à une échelle encore plus massive depuis le 24 février 2022, elles ont une fois encore ciblé les civils, les immeubles d'habitation et aussi les hôpitaux.
Les théâtres, hein, on a vu aussi à Mariupol. Les assassinats de civils désarmés ont été la règle. Rien qu'à Mariupol, on estime que le nombre de tués directement ou indirectement faute de soins, de nourriture et d'eau pourrait avoisiner les 50 000. Dans les territoires occupés du Donbass et de Crimée, ou encore dans la région de Kherson, les disparitions forcées et les tortures sont une pratique courante, notamment en Crimée, à l'encontre de la minorité tatar. Rappelant la déportation massive de celle-ci à l'époque de Staline, il convient d'y ajouter les atrocités commises par les milices privées du groupe Wagner, liées de fait à l'État russe, en Syrie, dans plusieurs pays d'Afrique et désormais en Ukraine, ainsi que dans des combats par des combattants tchétchènes envoyés par le potentat de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov. Alors, ensuite, page 245, nommer un génocide. Le crime parfait, Nacht und Nebel, si on paraphrase les nazis. 245, page 245. Nommer un génocide. Dans les 5 mois qui ont suivi la guerre, non provoquée que par le maître du Kremlin lancé contre un voisin pacifique, l'armée russe aurait perdu 40 000 soldats, soit 2 fois plus qu'en 9 ans de guerre en Afghanistan. L'économie du pays s'est contractée sous l'effet des sanctions internationales jusqu'au niveau des années 2000. Les faibles vestiges de sa démocratie ont reçu le coup de grâce avec la fermeture des derniers médias et ONG indépendants. Et des peines de prison draconiennes ont été introduites dans le code pénal russe pour punir toute dissidence. L'autocratie consolidée de Poutine s'est métamorphosée en un totalitarisme à part entière avec pour idéologie obligatoire un patriotisme chauvin et un fort bellicisme. La guerre a fait du président russe un paria international, inacceptable dans le monde civilisé, ce qui aurait dû être reconnu bien plus tôt. Les pertes des Ukrainiens sont plus élevées puisque la guerre se déroule exclusivement sur leur territoire. Plusieurs milliers de civils, dont au moins 400 enfants, ont été tués sous des bombardements aveugles et des tirs de roquettes. 7 millions de réfugiés ont fui à l'étranger et 6 autres millions ont été déplacés à l'intérieur du pays. En somme, environ un tiers de la population a dû quitter son domicile. Des destructions énormes ont été infligées aux infrastructures civiles, aux écoles et aux hôpitaux, aux routes, aux ponts, aux usines, aux entrepôts, aux centres commerciaux, aux immeubles d'habitation. Après une défaite cuisante à Kiev, les troupes russes ont adopté la tactique de la terre brûlée, rasant des villes et des villages entiers dans le sud-est du pays, de l'Ukraine. En outre, elles se sont livrées à des éléments des tortures, des massacres des civils, et à des viols et des pillages, plaçant les habitants dans des camps de filtration, et en envoyant de force nombre d'entre eux, y compris les enfants, dans des régions reculées de la Russie. Tout cela a suscité des inquiétudes compréhensibles de la part de la communauté internationale, bien au-delà des habituels défenseurs des droits de l'homme, et a donné lieu à des accusations documentées et juridiquement fondées de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide, alors que des centaines de crimes de guerre présumés font l'objet d'enquêtes menées par les procureurs ukrainiens en coopération avec leurs collègues internationaux. Les dirigeants politiques et les journalistes s'engagent de plus en plus dans un débat qui cherche à déterminer si cette effroyable quantité d'exactions a une qualité spécifique. Les innombrables atrocités commises par les troupes russes et l'intention déclarée des dirigeants du Kremlin de désukraniser l'Ukraine peuvent-elles être qualifiées de génocide? Enfin, en tout cas, ils se sont comportés un peu comme la division d'Eichreich, à Boutcha par exemple. Plus de 500 morts. Enfin bon, c'est de la folie furieuse. Ensuite, page 253. Sergeïtsev. 253. Selon Sergeïtsev, la période de dénazification devrait durer au moins le temps d'une nouvelle génération soit née, élevée et atteigne la maturité au cours du processus. Alors c'est
c'est un propagandiste très écouté, très reconnu par le pouvoir, hein, dont on fait qu'on cite là. Pendant toute cette période, le pays devrait être maintenu sous occupation car le processus exige un contrôle inconditionnel. Par conséquent, un pays dénazifié ne peut être souverain. En dénazifiant le pays, la Russie ne peut pas pratiquer une approche libérale. Le coupable soumis à la dénazification ne peut pas contester l'objectif de notre dénazification. Et de conclure, la dénazification sera inévitablement aussi une désucranisation, c'est-à-dire le rejet de l'exagération artificielle à grande échelle de la composante ethnique dans l'auto-identification de la population des territoires de la petite Russie et de la nouvelle Russie historique. Et il semble que nous ne serons pas en mesure de conserver le nom Ukraine comme appellation d'une entité étatique entièrement dénazifiée sur un territoire libéré du régime nazi. Il doit être rendu à des frontières naturelles et privé de toute fonctionnalité politique. Comme l'histoire l'a montré, l'Ukraine est impossible en tant qu'État-nation. Les tentatives de construction de l'Ukraine sont naturellement conduites au nazisme. L'ukrainité est une construction artificielle anti-russe qui n'a pas de contenu civilisationnel propre. C'est un élément subordonné d'une civilisation étrangère et contre nature. Par conséquent, la dénazification ne peut être effectuée à moitié sur la base d'une formule du type OTAN non, Union européenne non, éventuellement. L'Occident collectif est lui-même le concepteur, la source et le sponsor du nazisme ukrainien. Par conséquent, la dénazification de l'Ukraine est aussi inévitablement une déseuropéanisation. Eugène Finkel, expert renommé à la Shoah, définit le texte de Sergeïev comme l'une des déclarations d'intention les plus explicites visant à détruire un groupe national en tant que tel que jamais j'ai vu. Il ne s'agit pas d'une quelconque fantaisie intellectuelle, mais d'une déclaration d'intention claire et concrète de la part d'un organisme d'État. La définition de l'ONU du génocide est problématique, mais dans ce cas, elle va comme un gant. Les meilleures preuves que le manuel de Sergeïev n'est pas une fantaisie intellectuelle sauvage, abondante dans les médias, la littérature et la pop musique russe, viennent de la réalité du terrain. Toutes les politiques russes dans les territoires ukrainiens occupés suivent strictement les recettes prescrites. Donc c'est un organisme d'État hein, dont est issu ce texte. Alors, page 267, la solution finale. Hein, pour suivre l'image nazie en quelque sorte. La solution finale. Donc vers la solution finale. Une intervention répandue sur l'évolution politique de Vladimir Poutine voulait qu'il ait eu une prédisposition positive à l'égard de l'Occident et rechercher une coopération constructive dans les premières années de son mandat. Mais qu'il fut abusé, trompé, humilié par ses partenaires occidentaux, en particulier par la prétendue expansion de l'OTAN vers les frontières russes. Ce n'est qu'ensuite qu'il aurait changé d'avis et opté de plus en plus pour la confrontation. Tous ceux qui le croient peuvent lire utilement le bref mémoire de Tommy Garton Ash, publié peu après l'invasion militaire russe camouflée du Donbass de 2014. L'auteur britannique y évoque sa première rencontre avec Poutine en 1994 à Saint-Pétersbourg, lors d'une table ronde organisée par la fondation Korber. « J'étais à moitié endormi, écrit-il, lorsqu'un homme petit, trapu, avec un visage de rat, apparemment un adjoint du maire de la ville, a soudainement pris la parole. La Russie, dit-il, a volontairement cédé d'énormes territoires aux anciennes républiques de l'Union soviétique, y compris des régions qui, historiquement, ont toujours appartenu à la Russie. Et bien sûr, elle ne peut pas simplement abandonner à leur sort ces 25 millions de Russes qui vivent aujourd'hui à l'étranger. Le monde doit respecter les intérêts de l'État russe et du peuple russe en tant que grande nation. » Dans le débat qui suivit, H reprit l'orateur avec une remarque sarcastique. « Si nous définissions la nationalité britannique en accueillant tous les anglophones, nous aurions un État légèrement plus grand que la Chine. Mais cela n'a semble-t-il eu que peu d'impact sur le futur président russe.
À l'époque, cependant, le révisionnisme politico-historique n'était pas encore devenu un courant de propagande dominant dans la Russie post-soviétique. Et même si, après la victoire spectaculaire de Vladimir Zhirinovsky aux élections de la Douma en 1993, la rhétorique révisionniste fut à la mode et s'est répandue dans tout l'éventail politique. Poutine a sans doute parlé avec son cœur, exprimant des griefs et des convictions personnelles, alors que, comme l'adjoint du maire libéral Anatoly Sobchak, il aurait en principe dû suivre une ligne plus modérée. Alors, page 278, nazisme et stalinisme. 278. Il y a aussi la question sensible de la famine artificielle organisée par Staline en 1932-1933, le Holodomor, qui fit mourir de faim 4 à 5 millions de paysans ukrainiens. À l'époque soviétique, cette famine considérée comme un non-événement était passée sous silence et toute mention de celle-ci relevait de la propagande antisoviétique. Ayant ressenti comme un devoir personnel de restaurer la mémoire de cette tragédie et d'honorer les victimes, Viktor Yushchenko créa en 2006 l'Institut ukrainien de la mémoire nationale, un organe spécial relevant du Conseil des ministres pour la restauration et la préservation de la mémoire nationale du peuple ukrainien. Sa tâche principale était d'enquêter sur les crimes de la période stalinienne et de réhabiliter les victimes. L'étude du Holodomor occupant un espace central dans les recherches de l'Institut. La même année, le Parlement ukrainien adopta un projet de loi qui reconnut l'Holodomor comme génocide du peuple ukrainien et incita les parlements étrangers à adopter des résolutions similaires. Le 4e samedi du novembre fut déclaré journée nationale de commémoration du Holodomor, célébrée chaque année, et à l'initiative du président fut construit à Kiev le musée national du Holodomor génocide. Une fois encore, conscient que la question était très sensible, Viktor Yushchenko évita avec soin d'accuser de ce crime la Russie et les Russes. C'est le système totalitaire communiste et stalinien qui a commis le génocide qui n'a pas d'identité nationale, affirma-t-il à plusieurs reprises. Mais en vain, car les dirigeants russes n'étaient toujours pas convaincus. Ils avaient trop investi dans la réhabilitation, la revitalisation du stalinisme et avaient trop profondément identifié leur propre régime au glorieux passé soviétique. La commémoration du Holodomor par les Ukrainiens fut bel et bien considérée à Moscou comme une preuve supplémentaire de leur nationalisme, de leur russophobie et in fine de leur nazisme. En résumé, aux initiatives ukrainiennes et dans le but apparent d'empêcher la propagation de la maladie orange en Russie, le président Dmitry Medvedev créa en 2009 une commission spéciale chargée de contrer les tentatives de falsification d'histoire au détriment des intérêts de la Russie. Sa tâche principale, résumer et analyser les informations relatives aux falsifications de faits et d'événements historiques visant à porter atteinte au prestige international de la Fédération de Russie. Un projet de loi visant à criminaliser la réhabilitation du nazisme fut soumis à la Douma avec pour objectif essentiel d'interdire tout débat sur les crimes de guerre soviétiques, l'alliance avec Hitler, toute comparaison entre nazisme et stalinisme. Et pourtant, il y en a à mettre sur la table. Alors, page 290, Minsk. Les efforts portèrent leurs fruits, mais de manière inattendue lorsqu'en 2014 les manifestations éclatèrent à Kiev et que les histoires de nazis sur le Maidan furent reprises et amplifiées par la machine propagandiste de Moscou. Cela déconcerta de nombreux étrangers, sans parler des Russes. Et pire que tout, cela déconcerta et effraya pas mal d'Ukrainiens du Sud-Est, traditionnellement à l'écoute des médias russes. Certains se joignirent aux agents russes arrivés pour mener le soulèvement populaire contre la junte. Comme l'un d'entre eux, le célèbre Igor Girkin, s'en était vanté par la suite. En fait, si notre unité n'avait pas traversé la frontière, tout se serait écroulé. Bien sûr, beaucoup de gens sont restés neutres,
mais nombreux furent ceux qui prirent le parti de l'Ukraine, ce qui prédétermina la défaite des Russes et l'effondrement du projet Novorossiya. Bien que désorganisée, l'armée ukrainienne réussit à libérer avec l'aide des volontaires la majeure partie de la région du Donbass, et furent sur le point d'encercler les principaux centres, Louhansk et Donetsk. Pour sauver ses affidés de la défaite totale, la Russie envoya les troupes régulières qui écrasèrent l'infanterie ukrainienne mal armée et força Kiev à accepter un armistice. De longues négociations commencèrent à Minsk, où la Russie prétendit ne pas faire partie du conflit et insista pour que l'Ukraine négocie directement avec les représentants des républiques populaires de Donetsk et Louhansk. Cela aurait signifié une légalisation de facto des régimes fantoches que Kiev ne pouvait pas accepter. Les négociations se sont donc déroulées sous une forme bizarre où la Russie prétendait être un simple médiateur aux côtés de la France et de l'Allemagne, tout en représentant et en parlant au nom des formations militaires de certaines parties des oblasts de Donetsk et de Louhansk, comme ils furent officiellement nommés lors de la réunion. Les 7 années de querelle sur les interprétations des accords de Minsk n'ont, comme on pouvait s'y attendre, donné aucun résultat, car il est impossible de négocier efficacement quand le principal instigateur d'un conflit qui y participe et est le bénéficiaire prétend ne pas en faire partie. L'Ukraine s'est farouchement opposée à l'incorporation des régions sécessionnistes aux conditions et sous le contrôle de Moscou. Cela aurait fait de l'Ukraine un État dysfonctionnel, une grande Bosnie, susceptible de subir toutes sortes de subversions, de manipulations de la part de la Russie. Voilà, donc je vais arrêter là et puis faire un autre épisode sur ce sujet, sur ce livre, hein, sur le livre noir de Vladimir Poutine, parce que bon, c'est un sujet à la fois d'actualité et puis un sujet dense, quoi. Hein. Donc je ferai quelques autres passages la semaine prochaine. Donc je vous dis à la semaine prochaine.